Donc je vais enchaîner, et ça tombe bien, sur la conclusion de Pierre Michel, parce qu'au fond, le but de cette présentation va être de montrer le processus de liquidation d'un modèle artisanal d'exercice médical. Autrement dit, comment passe-t-on d'un modèle artisanal à... On a liquidé un modèle artisanal, et c'est ce processus de liquidation que je vais vous montrer. Le processus de liquidation... Je ne suis pas du tout, et je ne serai pas dans l'exposé nostalgique de ce modèle artisanal. Il a disparu pour des raisons intrinsèques, pas pour des raisons de complot externe ou de soumission à un ordre différent, encore que des processus de rationalisation sont à l'œuvre de manière assez efficace. On va voir ça. Donc, rapidement, rappeler un petit peu que... Alors, ce dont je vais m'occuper ici, c'est la médecine en tant que pratique. Non pas la médecine en tant que savoir, non pas la médecine en tant que philosophie, ce qu'elle a pu être chez les Grecs et même assez tardivement, jusqu'au XIXe siècle. C'est la médecine en tant que pratique, c'est-à-dire le métier du médecin et plus précisément du médecin généraliste face à quelqu'un qui demande une aide ou qui est malade. Alors, le problème, et disons le changement intervenu, mais tout récemment, c'est que dans cet aspect relationnel, dans cet aspect de thérapeute, s'est glissée une démarche évaluatrice qui autrefois relevait plutôt de l'aspect scientifique, dès Claude Bernard avec l'émergence de la médecine expérimentale, mais avec un processus de validation propre à la science classique. Ce qui est nouveau et qui date des années 80, 1980, donc vraiment nouveau, c'est l'importation de ces techniques d'évaluation et d'accréditation dans l'univers de la pratique elle-même, dans l'univers du métier et pas dans l'univers du savoir. Voilà, c'est un petit peu ça qui est un petit peu l'objet. On évalue la pratique et pas simplement, comme on le faisait autrefois, les savoirs. Je vais étudier ça à travers deux mouvements. Le mouvement de l'evidence-based medicine, lancé aux États-Unis dans les années 80, et le mouvement de l'évaluation médico-économique, lancé notamment dans les pays anglo-saxons dans les années 90-2000. Voilà, en me posant la question de savoir ce que signifie cette éruption de l'évaluation des pratiques et comment elle affecte le travail du praticien. Donc, voilà, le rapport entre démarche évaluative et le métier. Juste pour rappeler que le médecin, le statut du médecin a beaucoup varié dans le temps. C'est-à-dire que chez Galien de Pergame, comme chez Hippocrate, il était au centre, il partageait avec les mathématiciens, les géomètres, les grammairiens, les astronomes, les philosophes, il partageait le cercle le plus proche des dieux, en l'occurrence d'Hermès. À l'intérieur, il n'était dépassé que par quelques individus égaux aux dieux. Il y a Hippocrate, Homère, qui partageaient le cercle intérieur. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir au fond le savoir abstrait. Et, disons, c'est une espèce de concentricité qui rappelle la hiérarchie des savoirs. Hein. Plus on est abstrait, plus on est volatile, plus on est au centre. Et plus, alors, on fabrique. Ceux qui fabriquent sont déjà, mais fabriquent, en l'occurrence, des artisans. Fabriquent quelque chose qui relève avec une démarche créative, une fabrication créative, je dirais, pour faire allusion au titre de la chaire. Et puis les autres, alors les peintres, les sculpteurs, les maîtres d'école qui fabriquent des élèves et qui fabriquent du savoir, qui transmettent et qui fabriquent les charpentiers, les lapidaires qui taillent les pierres, et puis les autres qui... voilà. Alors, au fond, aujourd'hui, un des thèmes, c'est la migration du métier de médecin, qui n'est pas qu'interprétatif des événements biologiques, mais qui est passé dans le second cercle, au fond, et peut-être même dans le troisième, au moins dans le second. Voilà, alors, si vous voulez, ce mouvement est récent, a émergé dans les années 80, je vais en faire un rapide historique, de nouvelles disciplines aux confins de la médecine, de la santé publique, de la sociologie, des sciences des organisations, de l'économie, alors qui ont des noms un petit peu bizarres pour les non-spécialistes, qui ne sont pas extraordinairement développés dans notre pays, qui sont plutôt des importations
fondations de pays anglo-saxons, l'Outcome Research, le Health Service Research, et qui ont constitué, qui se sont attribués les caractéristiques des disciplines scientifiques. Il y a des pères fondateurs, des auteurs de référence, il y a des conceptualisations. Par exemple, je rappelle là rapidement celle de Donabédian. Alors, Donabédian fait figure un petit peu de père du mouvement d'évaluation de la qualité des soins aux États-Unis. Donc, on analyse une structure, des process, un outcome, je viendrai là-dessus, des méthodes, des sociétés savantes, des revues, et des institutions, puisque cette science de l'évaluation des pratiques médicales est incarnée par des institutions qui étaient créées dans les années 80, et même 90 même, l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation en santé, l'ANDEM. C'est donc en 90 qu'en France, on s'est doté d'une agence pour évaluer les pratiques médicales. Autrefois, l'évaluation relevait du corps, soit de soi-même, du patient éventuellement, dans le cadre de néanmoins un rapport asymétrique, et puis des pairs. Et donc un regard extérieur, un regard normalisant et normalisateur a été instauré dans les années 80 dans les pays anglo-saxons, dans les années 90 en France. Aujourd'hui, c'est la Haute Autorité de Santé qui est l'héritier de cette lignée d'institutions et qui a repris un peu cette tâche d'accréditation et d'évaluation. Évaluer une pratique médicale, c'est très simple. Bon, il y a une définition générale de l'évaluation que j'ai reprise dans le programme fondateur d'une des premières agences, l'ANAES. Donc, c'est apprécier l'efficacité. Alors, l'efficacité est importante parce que c'est vrai que ce que met en avant, l'évaluation n'est pas indépendante, et même la conséquence directe de la prétention de la médecine à être efficace, c'est-à-dire à guérir, et pas simplement à prendre en charge, et pas simplement à outrepasser le regard compassionnel. Donc, c'est l'idée, à partir du moment où j'ai une claim, diraient les anglo-saxons, d'efficacité, que la société se pose légitimement la question de savoir si cette revendication est réelle, si elle est manifeste, et puis si c'est le volet économique, si ça vaut le coup d'y investir des moyens monétaires. Donc la notion d'efficacité est très importante. Après, on va diverger sur qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité, quels sont ses contours, mais on va proposer des définitions très, 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 très fermes et très restrictives de cette efficacité. Voilà. Et c'est aussi, bien sûr, l'idée que cette évaluation n'est pas simplement destinée à nourrir le savoir académique, elle est destinée très concrètement à mettre en œuvre des éléments de correction. Donc, un jugement de valeur, c'est une évaluation, une quantification. On va quantifier les pratiques, on va mesurer et quantifier la pratique. Donc un des grands métiers de l'évaluateur est de créer et de suivre des indicateurs. La production d'indicateurs est un petit peu... Le processus de l'évaluateur, c'est produire des indicateurs. Bon, c'est son métier, en quelque sorte. Une logique orientée résultat, un objectif d'action, de correction et de décision. Et puis alors, l'idée aussi, c'est que le processus doit être objectif et transparent, c'est-à-dire sortir, d'une logique exclusivement professionnelle, enfermée dans le code des professionnels, pour la rendre accessible aux patients, aux payeurs, donc à tous ceux qui participent au processus de soins en étant l'objet ou le financeur, sans participer à la décision elle-même en raison de l'asymétrie d'information qui régit un petit peu ces relations. Voilà, donc un petit peu Alors on va évaluer quoi ? On va évaluer la qualité des soins. Donc on va définir des concepts. Il y a des soins qui sont trop fréquents. D'abord, des concepts fondés tout bêtement sur l'usage. Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'on n'en fait pas assez ? Est-ce qu'on fait mal ? Des erreurs ? Un thème très important, très fondateur de cette logique d'évaluation, et sur lequel on a beaucoup mobilisé d'énergie et qui a aussi alimenté ces disciplines, c'est le thème de la variabilité des pratiques. C'est-à-dire que comment deux patients identiques sont traités différemment par deux personnes qui ont pourtant la même qualification, le même diplôme. Alors, la réponse traditionnelle, c'est de dire oui, mais tous les patients sont différents. Ça ne suffit pas.
parce que néanmoins, les écarts de pratique sont tels qu'ils outrepassent, disons, la différence. Et puis si les patients sont différents psychologiquement, finalement, un hypertendu, est-ce que c'est très différent d'un autre hypertendu? Quelqu'un qui a du cholestérol, est-ce que c'est très différent de quelqu'un qui a du cholestérol? Si j'opère une prothèse de hanche, dans quelle mesure la hanche est très différente? Donc disons, la variabilité des patients réels n'est pas tellement, n'est considérée comme pas assez manifeste pour être opposée à cette variabilité, ou pour légitimer une variabilité des pratiques. Évaluation du coût, ça bien sûr la socialisation des systèmes de santé au cours de la deuxième partie du XXe siècle, qui fait que c'est devenu aujourd'hui la principale dépense publique dans les pays occidentaux, amène évidemment une interrogation là-dessus. On évalue les soins, mais on évalue aussi les programmes de santé publique. Par exemple, on évalue les lois anti-tabac, les dépistages, les programmes de vaccination, en recherchant l'idée de recherche de qualité. Alors, il y a plusieurs moteurs. Des moteurs qui sont plus ou moins qui se combinent, ce qui donne la force au mouvement. La force au mouvement vient du fait qu'il est en quelque sorte plurifactoriel et que les facteurs ont joué différemment selon les pays. Par exemple, aux États-Unis, la pression juridique est extrêmement forte. La judiciarisation de la médecine, le fait que les patients payent eux-mêmes, et donc une revendication d'efficacité, qu'il y ait des erreurs médicales très médiatisées, font que, au fond, l'idée d'une évaluation est apparue pour certains médecins comme étant potentiellement une digue protectrice. C'est-à-dire, si j'ai des indicateurs de bonne pratique quantifiés, je pourrais quelquefois argumenter vis-à-vis de la Cour ma bonne pratique. Plus la pratique est normalisée, plus la distance à la norme peut être produite comme signe de qualité. Et donc, au fond, je n'ai pas fait d'erreur parce que j'ai appliqué le guide de bonne pratique. L'erreur vient de ne pas suivre la règle. Voilà. Et donc, il faut des règles. Et donc, quelles règles? Et donc, il faut évaluer. On rentre dans un processus, disons, de construction d'un savoir, d'une pratique, à partir de cette pression juridique. Dans d'autres pays, comme la France, ça peut être plutôt une pression économique, où le payeur veut savoir si ça vaut le coup de payer. Il peut y aussi y avoir une pression intrinsèque de praticiens qui cherchent à améliorer leur qualité, à avoir des séries de patients, à essayer de mesurer le résultat, à s'interroger sur le bien fondé de telle ou telle pratique. Et justement, donc l'evidence-based medicine est née de là. Elle est née de cette idée. C'était une discipline contestatrice. Il s'agissait de contester le pouvoir médical, de contester l'idée qu'il y avait trop de routine, trop d'habitude, trop d'autorité, trop de mandarinat, et qu'au fond, la décision médicale devait être fondée sur la science et non sur la transmission ou l'autorité ou la position sociale du praticien. Et donc, l'idée étant de dire, dans la littérature traditionnelle, nous savons ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais ça reste confidentiel dans la littérature. Il faut transposer les résultats de la littérature dans la pratique quotidienne des médecins, donc soumettre cette pratique aux mêmes règles que la pratique scientifique. On va combler le gap entre les acquis de la recherche clinique et la pratique médicale. C'est un jugement scientifique, mais aussi moral. Il y a une dimension morale là-dedans. Il n'est pas normal de continuer à fonctionner sur la routine. Il n'est pas normal de fonctionner sur mon expérience clinique dit que ça doit être objectivé par un accord à la littérature scientifique. Et d'ailleurs, de manière très logique, cette evidence-based medicine a reçu un support précoce de grandes revues scientifiques, notamment anglo-saxonnes avec un S, le JAMA, le New England,
le JAMA, c'est le Journal de l'American Medical Association. C'est un journal scientifique de très haute tenue, mais qui est aussi l'organe interne de l'Association des médecins américains, le British. Donc tout ça, et d'ailleurs, beaucoup de gens, de promoteurs, se sont retrouvés à un moment ou à un autre rédacteurs en chef de ces revues. Les revues ont bien sûr intérêt, puisque c'est dans ces revues que sont publiés les articles scientifiques, donc c'est ces revues qui sont un peu le support de cette science qu'il faut transposer dans la pratique clinique. Et donc, sur chacun, la démarche qui est développée est assez simple. Il s'agit d'identifier une question clinique, comment traiter une pathologie, d'interroger de manière systématique toutes les bases de données bibliographiques qui existent, et il y en a beaucoup. Toute la littérature scientifique est sur un ordinateur, on peut l'interroger à partir d'un ordinateur. On a soit les références, soit les articles eux-mêmes. Une analyse critique de cette littérature, c'est assez important. Toute la littérature ne se va pas, tout article ne se vaut pas. Donc on va mettre au point des règles de cotation. Vous verrez ça sur la slide précédente, A, B, C, D, E, pour donner quelle est un peu la force de la démonstration. Et puis rédiger des recommandations. Et puis ce qui manque là, cinquièmement, c'est faire en sorte, trouver des dispositifs incitatifs ou coercitifs pour faire en sorte que ces recommandations soient appliquées. Donc jusque-là, ça reste un travail alors c'est ce travail que fait aujourd'hui, par exemple, la Haute Autorité de Santé. Hein, elle fait que ça. Elle édite donc des recommandations. Et puis et aujourd'hui, pratiquement toute la pratique médicale courante est couverte par ce genre de processus. Et vous avez des guides disponibles online, disponibles pour traiter à peu près 90%, 95% de ce que fait un médecin généraliste quotidien. Le cinquième point, c'est mettre au point des systèmes, je le disais, d'incitation et de coercition pour faire en sorte que ça soit effectivement appliqué sous la forme de référentiels. Donc en France, dans les années 94, on a imposé des référentiels médicaux qui ont été suivis plus ou moins. Aujourd'hui, plutôt sous la forme d'incitation, j'y reviendrai dans un instant, y compris en rémunérant matériellement, en espèces sonnantes et trébuchantes, le suivi de ces protocoles. Donc c'est un changement assez radical par rapport à ce qui est, disons, un modèle traditionnel, pas si vieux, et qui coexiste encore avec cette tendance émergente. Ces tendances émergent. On crée, disons, une nouvelle épistémologie, mais elles ne sont pas généralisées à l'ensemble des 55 000 médecins généralistes français. J'ai rappelé là, par exemple, l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la base Cochrane. C'est tout à fait... donc c'est un mouvement qui remonte, vous voyez, assez récent, à 72, et qui est un mouvement un peu global, mondial, de création, de références, d'articles, et qui a commencé sur les problèmes de mortalité périnatale et qui aujourd'hui couvre encore une fois toute la pratique. Si vous étudiez un problème, vous commencez par faire une petite recherche Cochrane. Un des apports de cette école, encore une fois, école qui a eu du mal à s'imposer au moins au début, et puis même en France, on y reviendra, il y a des critiques bien sûr, c'est d'avoir travaillé sur les études, et notamment, alors, il y a typologiser les études, dont les essais contrôlés, ce qu'on appelle les méta-analyses, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais disons d'avoir fait une espèce d'analyse des analyses, d'études au carré sur quelle est la nature du savoir produit, quel est le type d'études qu'on fait, de manière à ce que, d'une part, on puisse les évaluer, et puis d'autre part, que ça serve un petit peu de modèle à la généralisation d'autres études. Donc, et avec une hiérarchie des preuves. Au sommet de la hiérarchie, c'est l'essai contrôlé, randomisé, en double aveugle, où on prend des patients tous identiques, ou le plus identiques possible, qui ont tous une maladie bien codée, bien propre, sans multipathologie, des patients plutôt jeunes d'ailleurs, pour qu'ils soient bien malades d'une seule maladie et pas de plusieurs. On les soumet, on les randomise, on les répartit au hasard en deux groupes,
groupes de taille égale, un groupe traité, un groupe pas traité, ou traité autrement, et puis personne ne sait, le patient ne sait pas le traitement qu'il reçoit, on dit qu'on le traite, mais il ne sait pas si le traitement est actif ou si c'est un placebo. Il ne sait pas, pourquoi ? Parce qu'on veut neutraliser les effets blouse blanche, les effets psychologiques. On veut que ce soit le traitement qui marche, on ne veut pas que ce soit le patient qui guérisse, on veut que le traitement marche, hein, c'est un peu différent. Donc on ne veut pas mobiliser toute autre chose qui soit périphérique à l'acte lui-même. Et voilà. Et donc on obtient des résultats qu'on juge sérieux parce que précisément ils sont isolés de tout le contexte humain ou social. L'idée qu'il faut isoler la technique de son environnement, hein, y compris de la personne qui le reçoit à la limite, parce que le patient qui est traité est un patient un peu abstrait, c'est un patient qui est sélectionné pour être relativement atypique, on va voir ça dans un instant. Voilà. Et puis dessous, alors il y a toute une série des revues. L'objet, c'est de faire encore une fois, de parcourir la littérature et de classer le savoir pour pouvoir ensuite faire des recommandations qui, en quelque sorte, tiennent la route. En dernière position, le moins fort en termes de preuves, c'est l'opinion d'experts qui, autrefois, aurait été au contraire en premier plan. C'est-à-dire, le maître, le savoir du maître aurait écrasé ça. Il y a des histoires écrites, par exemple, des débuts de la recherche clinique en France, quand on a commencé à faire des essais sur les médicaments, un certain nombre, il y a une histoire très, très intéressante par le professeur D'Angoumeau, parue dans la revue Thérapie, qui montre à quel point, au début, ces analyses statistiques paraissaient comme étant complètement incongrues, et des médecins de haut rang disaient « Écoutez, mon cher ami, mon expérience clinique vaut bien toutes ces histoires de statisticiens. » Donc, voilà. Donc, il y a une espèce d'inversion. Le statisticien est devenu une personne importante, hein, dans le processus. Vous ne pouvez plus faire un essai ou une étude médicale sans vous assurer la coopération efficace et savante d'un statisticien, d'un biostatisticien, qui est une discipline extrêmement sophistiquée, de plus en plus sophistiquée même. Parce qu'il faut trouver les tests. En quoi, si vous avez une différence, si entre deux cohortes, vous avez une différence, la cohorte traitée va mieux que la cohorte pas traitée, ça ne suffit pas. Encore faut-il que ça ne soit pas dû au hasard de l'échantillonnage. Donc il y a des techniques statistiques pour essayer de trouver le biais systématique par opposition au hasard de la randomisation. Voilà, alors tout ça a créé un modèle épistémologique, un modèle de production de connaissances. Aujourd'hui, de connaissances cliniques. Pas de connaissances biologiques, pas de connaissances sur les mécanismes de la vie, de l'ADN, disons des problèmes de traitement de patients dans un cadre qui est celui, disons, de la médecine. Donc je rappelais là, mais je l'ai dit précédemment, les processus. On pourrait longtemps parler du placebo, c'est un sujet en or, si je puis dire, tout à fait intéressant. Disons l'idée que croire être traité traite, et le fait que croire être traité traite, même quand on sait qu'on n'est pas traité. Si je te donne un traitement en disant « Tiens, prends ça, c'est un placebo », eh bien ça marchera quand même. Donc ce n'est pas l'ignorance du traitement, c'est l'acte de traiter, le fait que ça soit un placebo et qu'on le sache, fait quand même marcher le placebo. Ce n'est pas parce que vous dites à des gens que l'homéopathie n'est pas très efficace aux normes de ces études que ça ne sera pas efficace sur la personne qui sur laquelle ça peut agir. Et ça n'agit pas simplement de manière psychologique, ça agit aussi de manière physique. Simplement, c'est temporaire. Voilà. Donc l'idée, c'est de savoir aussi, c'est de battre le placebo. Hein. C'est de dire, est-ce que mon traitement vaut mieux que le placebo ? Donc, est-ce qu'il y a un effet additionnel au-delà du placebo ? Donc, il y a toujours une espèce de norme. Quand vous traitez les gens, ça va mieux. Il faut que ça traite les gens au-delà de simple fait de traiter les gens avec une substance inerte. On ne va pas rentrer là-dedans parce que ce serait une discussion en soi, mais ce serait intéressant, disons, sur l'acte de soigner, hein, cet effet placebo, cet effet blouse blanche, comme on dit parfois, etc. Voilà, donc je rentre pas là-dedans, on y reviendra peut-être dans la discussion. En tout cas, il y a
est né dans les années 70, etc., un modèle épistémologique un peu différent. Alors, tout ça, bien sûr, ne s'est pas imposé sans drame, sans controverse, avec, bien sûr, des arguments traditionnels qui ont tous leur validité, mais qui offrent finalement peu d'alternatives, autres que le statu quo ante qui est un peu indéfendable. Donc, c'est quoi ces arguments? Bon, c'est la médecine est un art, donc c'est pas possible de normaliser ou standardiser un art. Au fond, avant, on était sous la dictature des mandarins, maintenant on est sous la dictature de la norme, la dictature des évaluateurs, la revue de littérature m'oppresse autant que m'oppressait mon maître avant. La dictature du livre a remplacé la dictature de la personne. L'acte médical est déshumanisé. C'est une approche, il y a plein d'approches finalement qui sont, comme on dit, opérateurs dépendants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction de la personne. Et donc finalement, comment évaluer quelque chose? Un acte, qu'est-ce que vous évaluez? Un acte ou une personne? Est-ce que vous évaluez un process ou la personne qui fait le process? Peut-on séparer le process de la personne qui l'exécute? Alors, pour la prescription d'un médicament, oui. Pour un acte chirurgical, vraisemblablement non. Bon, un acte chirurgical, la qualité d'un acte chirurgical vaut par la valeur de celui qui l'exécute. La valeur d'un médicament vaut peu par la valeur de celui qui le prescrit. Donc, au fond, est-ce qu'il n'y a pas mais bon, on peut répondre il y a des réponses à tout ça. Voilà. Et puis finalement, l'idée de dire qu'au fond, on est un peu loin des problèmes réels. La plupart des gens que voit un généraliste en France aujourd'hui sont des personnes relativement âgées, avec des polypathologies, des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques, des problèmes affectifs, voilà, et qui ne représentent pas un petit peu ce modèle pur de la littérature. Et finalement, est-ce que la démarche très rationalisante n'est pas inadéquate à sa cible, qui est un médecin généraliste en charge de toute la misère du monde, enfin d'une partie au moins de la misère du monde qui se médicalise. Dans certaines disciplines, la psychiatrie, l'opposition est plus pratique, elle est quasiment idéologique. L'idée, c'est de dire, parce qu'on met en cause la pathologie mentale, on met en cause la définition, parce que bien sûr, pour normaliser, il faut définir, il faut faire des nomenclatures. Donc vous avez des grandes nomenclatures que vous connaissez, les DSM, les définitions de la pathologie mentale, donc DSM 1, 2, 3, 4, maintenant on est à DSM-5, qui sont des définitions de signes cliniques avec un diagnostic et qui en quelque sorte... alors, il y a eu, bien sûr, des controverses fameuses dans les années 60-50, comme quand l'homosexualité, par exemple, était considérée comme une pathologie mentale. Bon, donc, ça a été supprimé, mais certaines toxicomanies ou... est-ce que l'addiction au sexe est une pathologie mentale ou pas? Voilà, ce sont des choses... Il y a des problèmes de frontières qui sont un petit peu délicats, mais en tout cas... Et puis, l'idée aussi, c'est que finalement, ces processus d'évaluation ont... précisément par la tentative d'objectivation du process, ont tendance à orienter la pratique vers les traitements médicamenteux qui s'évaluent. Au fond, je vous ai donné un antidépresseur, ça s'évalue. Je vous ai soumis à une thérapie cognitive, comportementale. C'est difficile à évaluer. On sait, il y a même eu un débat parlementaire sur, disons, la capacité d'évaluer les pathologies mentales et l'idée de faire rentrer la psychiatrie, de soumettre la psychiatrie au même processus d'évaluation, avec la même hiérarchie des savoirs que sur les autres disciplines. Là, il y a un problème qu'attise, bien sûr, disons, la fréquence du recours à la psychanalyse dans des pays comme le nôtre. Bon, toutes ces objections doivent être entendues et le sont. Enfin, la question, c'est que, pour l'instant, elles n'ont pas débouché sur des alternatives autres que la nostalgie de l'artisan
mythifié, c'est-à-dire qui est maître de son travail, qui s'éclate dans la diversité et qui est créateur, alors que là, je ne suis pas créateur. Il y a un transfert de la création de l'individu vers la norme. La norme est créatrice, mais plus l'individu. Donc, est-ce que et cette création issue de la norme est une création déléguée. Ce n'est pas une création qui vient de moi. Elle n'est qu'en quelque sorte transmise par la collectivité. Donc voilà, on en est là. C'est un processus qui prend un peu les gens à l'insu de leur plein gré, comme dirait un coureur cycliste célèbre. La plupart des médecins se défendent. Moi, je fais une pratique humaine. Je n'ai pas une pratique normalisée. Néanmoins, quand ils reçoivent quelqu'un de l'assurance maladie, quand ils reçoivent leurs confrères, s'ils sont soumis à une contestation juridique, ils ont comme réponse ou comme moyen de défense, disons, l'invocation des acquis et de la norme. Donc on peut s'en défendre, on en est néanmoins l'agent. Alors, rapidement, un mot sur l'évaluation économique. L'évaluation économique fait partie de ce mouvement. Elles sont contemporaines. L'évaluation économique, ça va encore plus loin, puisque l'idée, ce n'est pas simplement d'être efficace, hein, c'est d'être efficient. On ajoute une couche, hein, c'est-à-dire que la médecine était efficace, elle soignait les gens, on veut qu'elle soit efficiente, c'est-à-dire qu'elle soigne les gens pour pas trop cher. C'est-à-dire qu'on rajoute, disons, la condition de moyen à la condition de technique. Alors, l'objectif, l'efficience, c'est un rapport entre le coût et l'efficacité, hein, comme on va le voir dans un instant. Comme la première, comme l'évidence-based medicine, qui se justifiait éthiquement par la notion de qualité, hein, et de servir le patient en lui offrant des soins efficaces, de même, il y aura une justification. Ce n'est pas le patient qu'on va servir, c'est la collectivité, c'est le payeur, c'est la sécurité sociale, mais on n'a pas le droit de ne pas être efficient, de même qu'on n'a pas le droit de ne pas être efficace. Donc, disons, il y a une forte pression morale et éthique à la rationalisation des processus, aussi bien sur le plan technique, aussi bien sur le plan économique. Bon, rapidement, l'idée, c'est tout bête, hein, c'est une action médicale ou thérapeutique auquel on ne s'intéresse pas, c'est une boîte noire, il y a des ressources, il y a un résultat, et on confronte les ressources au résultat. L'efficience, c'est est-ce que c'est suffisamment cher pour le résultat, suffisamment efficace pour le coût, quel est un petit peu le rapport. Ça se mesure, tout se mesure, hein, et on obtient des rapports coût-efficacité que c'était dans ma slide précédente. L'année dernière, 2013, depuis octobre 2013, la Haute Autorité de Santé réalise ou valide les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des produits et technologies de santé. Donc c'est quelque chose qui est rentré dans les missions des agences d'évaluation. Il y a une différence entre l'évaluation technique et l'évaluation économique. C'est que l'une a une prétention à l'universalité, la technique est universelle, l'autre est embedded, est encastrée au sens Poliani dans les systèmes sociaux. Autrement dit, autant les méthodes d'évaluation technique, celles qui relèvent de l'evidence-based medicine, s'imposent à la planète, autant les méthodes et les résultats de l'évaluation économique n'ont de validité que sur la zone où elles sont élaborées, acceptées en fonction du contexte institutionnel. Je reviendrai là-dessus, c'est relativement important. Donc il y a, si vous voulez, un lien à la société qui est différent si je passe, disons, de l'universalité à une société située, hein, dans l'espace et dans le temps. Alors, pour illustrer ça, par exemple, si vous voulez, il y a deux conditions, deux conceptions de l'efficience qu'on peut opposer. La première, qui ne pose pas de problème, c'est de dire au fond, c'est un graphique très simple, hein, qui n'a d'autre but que pédagogique. Si je dis, bon, plus c'est cher, plus c'est efficace à un moment, puis à un moment, augmenter le coût n'augmente pas l'efficacité. Bon, avec une idée de rendement décroissant, hein, du processus thérapeutique. Il est évident que si je dépense plus pour ne gagner moins, en quelque sorte, ou pour ne pas gagner en efficacité, c'est un gaspillage. Et donc, il était efficient d'être au point vert plutôt qu'au point rouge. Un exemple
typique et facile, c'est le médicament générique. Pourquoi payer un médicament plus cher alors qu'un même médicament moins cher fait pareil? Bon, donc il y a une efficience qui est l'efficience la plus facile, qui est l'efficience contre laquelle nous avons peu à manifester, qui est l'idée de dire, et une efficience qui est d'ailleurs dans le code de déontologie des médecins, où l'idée de stricte économie compatible avec l'intérêt du patient figure. Donc voilà. Donc souvent en France, quand on parle d'efficience, et même encore une fois dans le discours public relatif à nos prochaines années d'économie budgétaire, on fait référence à cette efficience-là. Mais il y a une autre efficience qui est qui soulève des problèmes autrement compliqués, c'est celle où on se dirait, au fond, est-ce que ça vaut le coup de gagner un peu? Est-ce que le surcroît d'efficacité, le surcroît d'espérance de vie, le surcroît de qualité de vie, le surcroît de guérison, finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vous avez un patient qui a un cancer, il va mourir dans 1 an ou 2, de toute manière. Est-ce que ça vaut le coup de lui donner un traitement qui va coûter 50 000 € et qui va lui donner 6 mois de plus? Qui va lui donner 6 mois de plus? Mais combien valent les 6 mois de plus de survie? Voilà. Et donc là, c'est autre chose, parce que là, on ne peut pas dire qu'on est à efficacité égale. On accepte, un peu comme le low cost, de diminuer le coût et diminuer la prestation. Donc, alors là, voilà. Et autant là-dessus, nous sommes en France relativement d'accord, autant sur cette idée-là, l'idée qu'on puisse diminuer les prestations pour augmenter les coûts, en France, ça poserait des problèmes. Ça ne pose pas des problèmes partout. Par exemple, en Grande-Bretagne, vous avez cette pratique est relativement acceptée. J'ai pris l'exemple d'un traitement anticancéreux célèbre qui a été évalué par l'équivalent de notre Agence nationale de santé. Et pour ceux qui lisent l'anglais, en 2 mots, le comité de décision, a entendu que ce traitement était important et qu'il offrait une ligne de traitement à des patients qui ont un cancer du poumon non aux petites cellules, donc dans les phases tardives, phase 2 et 3, et ils disent clairement, c'est un institut de clinique, National Institute for Health and Clinical Excellence, ils disent clairement que comme le ratio coût-efficacité varie de 30 000 livres à 70 000 livres par année de vie sauvée, Qualis c'est une année de vie sauvée, et bien finalement, ils concluent que ce n'est pas cost-effectif. Donc d'un côté c'est effectif, mais ce n'est pas efficient, il y a opposition entre l'efficacité et l'efficience. Et le regard économique, en rajoutant cette couche, au fond, c'est ce qu'il essaie de faire le tri parmi les traitements efficaces, entre la sous-population de traitements qui sont à la fois efficaces et efficients, et ceux qui sont efficaces sans être efficients, en ne promouvant que cette dernière classe. Mais vous voyez bien que dans ce cas-là, on passe inéluctablement par un processus de monétarisation de la vie ou de monétarisation de la vie dans toutes ses dimensions, qualité, quantité, confort, etc. Mais en tout cas, il faut savoir si j'accepte de diminuer un petit peu le bénéfice pour le patient, pour un coût, eh bien, je donne implicitement une valeur à ce bénéfice en termes de santé. Donc, je monétarise la vie. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Oui ou non, ça dépend. Alors là, on rentre un petit peu peut-être je vais aller directement à la slide suivante pour gagner un peu de temps. Dans le cadre, c'est là où on rentre dans les problèmes, disons, d'encastrement dans un système de valeurs. Si on est dans une philosophie utilitariste ou à la Bentham, où ce qui compte c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre, et c'était d'ailleurs un objet c'est là-dessus, Pierre Michel faisait allusion à Rawls dans sa Rawls, c'est anti-utilitarisme spécial, en quelque sorte, qui a pris le flambeau un petit peu d'anti-utilitarisme au XXe siècle, dénonce le côté sacrificiel de l'utilitarisme, le fait que je puisse sacrifier un certain nombre de personnes pour obtenir un bien-être global. Mieux que c'est moral de le faire, c'est pas simplement qu'il faut le faire, mais c'est que ce serait grave de ne pas le faire, de ne pas sacrifier les gens, puisque, disons, le bon ou le bien, le souverain bien en l'occurrence, c'est la maximisation du bien-être collectif,
d'une utilité collective, comme l'appellent les économistes. Voilà. Donc le sacrifice de certains patients est moralement acceptable. Donc voilà, donc c'est une logique de calcul collectif, une logique d'assistance, une logique aussi de gratuité. Bon. En France, pour l'instant, mais pour l'instant, c'est les limites un petit peu de... on est plutôt dans une logique de droits fondamentaux où les patients ont un droit je dirais une logique lexicographique. 1, vous avez le droit au traitement. 2, on va essayer de vous donner le traitement le plus auquel vous avez droit, de négocier le prix, d'optimiser les conditions de sa délivrance, de faire en sorte qu'il ne coûte pas trop cher à la collectivité, mais vous y avez droit. Bon. Et on ne vous dira jamais, ce traitement est trop cher, on dira non, vous y avez droit, on va se débrouiller pour le rendre moins cher, ou pour le rendre... voilà. Donc c'est un droit à la prestation, et pas de sacrifice individuel. D'ailleurs, notre sécurité sociale repose sur l'idée d'un calcul personnel, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Donc il y a une idée que le système est au service non pas de la collectivité, mais au service de chacun des Français cotisant individuellement. Et d'ailleurs, la cotisation que nous appelons contributif, dit un système contributif, et la marque. Je contribue, donc j'ai le droit. Dans le système anglais, je ne contribue pas, parce que je paye des impôts, mais je ne contribue pas, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a même pas de sécurité sociale, il n'y a pas de déficit de sécurité sociale, il y a simplement un service public qui est destiné aux gens sur critères de citoyenneté, et non pas sur critères d'avoir en quelque sorte acheté le droit aux soins à travers une cotisation. La philosophie du financement détermine la philosophie de la délivrance. Donc voilà. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'en France, on ne fera pas d'évaluation économique. Ce qui veut dire qu'elle sera une évaluation économique plutôt de nature informationnelle, encore que, aujourd'hui, les autorités de tutelle utilisent pour les décisions un seuil implicite, je vous le signale, qui est de 50 000 €, un traitement qui... 50 000 € par an, un patient qui nécessite ça, voilà, il faut regarder. On ne dit pas qu'on ne lui donnera pas le traitement, qui est trop cher, mais on dira qu'il faudra analyser et mettre en quelque sorte sous surveillance là-dessus. Néanmoins, on est plutôt dans une logique d'efficience informationnelle, c'est-à-dire donner l'information aux gens, et pour que la décision se fasse de manière informée. Vous savez, vous allez soigner, mais ça coûte cher, plutôt que de l'interdire à la britannique, ou disons, comme on l'a vu précédemment, où là on est dans un seuil d'efficience qui est de l'ordre de 30 000 livres et qui signifie qu'au-delà de ces 30 000 livres, vous ne recevez pas le traitement. C'est-à-dire qu'on vous laisse aller à votre histoire naturelle de votre maladie. Bon, en gros... pour terminer, donc, ce double processus transforme beaucoup la pratique médicale, c'est évident, enfin, vous l'avez bien dit, notamment la fin du fameux médecin artisan, sans miser dans la mystique. Et en l'occurrence, alors, contrairement à Crawford, où les néo-artisans sont les plus attachés au métier d'artisan, là, ce serait plutôt les anciens artisans, c'est-à-dire les médecins les plus traditionnels, avec transmission familiale, parce qu'il y a une très forte endogamie, qui serait le plus... je pense que les jeunes, au contraire, qui sont moins attachés, il y a un processus néo... Si on prend la distinction que tu as faite entre néo-artisans et paléo-artisans, en l'occurrence, ce sont les paléo-artisans qui seraient le plus attachés à la mystique artisanale que les néo-artisans qui ont plutôt intégré ces processus d'efficience, d'efficacité certainement, d'efficience peut-être pas, mais en tout cas qui ont intégré assez largement l'idée qu'ils seront soumis à une évaluation, que cette évaluation sera le fait de gens extérieurs à la corporation, ce sera le fait des payeurs, des assureurs, que leur savoir sera normalisé, que ça joue bien sûr un rôle d'encadrement et de limitation de leur autonomie, mais qu'ils n'avaient plus comme autonomie, n'avaient plus l'autonomie comme idéal de l'exercice de leur métier. Donc plutôt la conformité, où la conformité à la règle devient une valeur, y compris une valeur professionnelle, une valeur éthique. Voilà. Donc en tout cas, c'est vrai que
ce qui est la marque de ça, c'est un petit peu l'abandon de la revendication d'indépendance. C'est-à-dire que, notamment en France, mais dans tous les pays, tout ça, la France disons, a ses caractéristiques, mais tout ça est pas plus général. L'opposition farouche des médecins français à la sécurité sociale, qui a duré jusqu'en 1945 et qui a duré même après 1945, puisqu'en 1945, on ne les a pas invités à créer la sécurité sociale, visait précisément à sauvegarder leur indépendance. À partir du moment où il y avait une dépense socialisée, pensait-il, il y aurait une décision socialisée. Ils avaient raison, c'est ce qui s'est effectivement passé. Bon. Mais disons, aujourd'hui, les jeunes les néo-artisans, en quelque sorte, ont fait le deuil de cette revendication de totale indépendance et de totale autonomie dans leur métier. Bon, voilà. Un mot pour se rappeler que ça va assez loin, puisque aujourd'hui, ça change le métier, ça change les perceptions, ça change aussi les modes de rémunération. Hein. C'est une révolution, entre guillemets, qui est passée relativement inaperçue du grand public, mais aujourd'hui, les médecins français perçoivent une rémunération à la performance, hein, introduite en Angleterre en 2004, et en France en 2009, en 2010 et en 2011, et qui a été étendue aux pharmaciens en 2012, où il y a des objectifs individuels, et ces objectifs individuels qui touchent aussi bien l'organisation du cabinet, la qualité de la pratique ou la nature de leur prescription, avec des indicateurs médecin par médecin. Chaque médecin est suivi dans sa prescription, dans l'ensemble de son activité, et tout ça est rémunéré, et chaque objectif a des points. Il y a un total de 1300 points, et je cumule mes points, et le point vaut 7 €, et j'aurai à la fin de l'année une rémunération qui sera le nombre de points que j'ai acquis multiplié par 7 €. Ça représente en 2012 environ 5 000 € par médecin généraliste, ce qui est pas négligeable, c'est presque 10% du revenu net après impôt. Donc c'est quelque chose qui est ou avant impôt sur le revenu, après charge. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et ça, c'est le business model lui-même qui est en quelque sorte en train de changer, et son rapport au financement. Voilà, d'où une grande transformation, hein, une grande transformation dont le vecteur est la rationalité, la rationalisation, la qualité, le coût. C'est indépendant des systèmes. C'est des systèmes très socialisés comme le Grande-Bretagne, les systèmes très libéraux comme les États-Unis, les systèmes mixtes comme la France ou l'Allemagne participent tous à leur rythme et selon leur philosophie à ce mouvement. Hein. Il y a une dimension universelle, il y a des modalités particulières de mouvement universel, mais c'est quelque chose qui est... L'élément clé, c'est quand même le payeur. Hein. L'élément clé, c'est l'idée que le payeur, que ce soit privé et public, impose un petit peu sa logique. Le patient est un petit peu coincé dans cette histoire. Le patient, en tant qu'individu singulier, il est défendu et représenté par le médecin artisan. En tant que contribuable de sécurité sociale, il est défendu ou représenté par le payeur. Il est donc, disons, sa personnalité est un peu écartelée entre les deux rôles sociaux qu'ils peuvent avoir, celui d'être patient ou celui d'être payeur. Et donc, il est lui-même un petit peu en recherche d'identité dans ce système. Hein. Il bascule de l'un ou de l'autre, selon les cas. Les associations de patients basculent souvent sur, par exemple, défense de l'accès au traitement, ou bien, au contraire, lutte contre les coûts inutiles, etc. Donc, il y a une espèce d'oscillation entre ces deux positions. Voilà. Est-ce que, une dernière question que je me pose et que je vous pose, que je pose à Pierre Michel éventuellement, l'émergence des big data. Je pense que la révolution suivante, dont j'ai un petit peu insisté sur la révolution, entre guillemets, très sensible dans les professions, hein, qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais tout ce que j'ai dit est assez connu et très vécu plutôt bien ou plutôt mal par les professionnels de santé. Mais disons, la révolution suivante, c'est vraisemblablement la constitution de ces gigantesques bases de données dans lesquelles il y a des millions et des millions de patients. Il y en a une en ce moment en France. Tout Français qui a été une fois chez un médecin dans les 4 dernières années, ou qui a acheté une fois un médicament en officine dans les 4 dernières années, est référencé dans une base de données gigantesque, une des plus grandes au monde, sur laquelle on a beaucoup de choses. Pas tout, mais beaucoup de choses. Et donc, voilà, donc les bases de données, elles s'appellent
NIRAP. Il y en a d'autres dans tous les pays, et ça permet de suivre sur une base individuelle les soins délivrés à tout le monde. Et donc, voilà, est-ce que, au fond, la question que se pose, c'est est-ce que l'opposition traditionnelle entre l'individu et la collectivité n'est pas dépassée par ces bases de données qui constituent des unitaires communautaires de patients identiques, c'est-à-dire qui donnent une force, qui démultiplie les individus. À partir du moment où il y a 65 millions d'individus, ou même plus dans des bases de données, je peux identifier des groupes homogènes de patients, de médecins, de malades, avec des pratiques un petit peu identiques, telles qu'au fond, c'est plus vraiment un individu que je traite, c'est un groupe d'individus, mais c'est aussi un groupe d'individus qui peut avoir une puissance, parce que je peux me reconnaître, je peux me savoir, je peux me constituer en communauté au-delà de mon individu. Je peux essayer de trouver l'autre quelque part à travers l'usage de ces big data. Nous pensons, si vous voulez, enfin, quand je dis nous, parce qu'on a des cercles de réflexion là-dessus, on est un peu perturbé. On sent bien qu'il y a là un mouvement extraordinairement puissant, dont on a du mal encore à distinguer un petit peu les contours, les conséquences, entre ceux qui disent finalement ça ne change pas grand-chose, c'est simplement un moyen technique, mais ça ne change pas grand-chose, et au contraire l'idée de dire au fond, il y a même une nouvelle manière de produire de la connaissance sans théorie, la connaissance sans modèle, la connaissance sans hypothèse, rien qu'en connectant les datas. Et en mettant en relation tout avec tout, va arriver des faits qu'on ignore et auxquels on n'avait même pas pensé à tester en tant qu'hypothèse théorique. Donc voilà, est-ce qu'on est dans une espèce d'autosurgissement de la pensée et de l'innovation créatrice à partir simplement de la mise en commun de données techniques, en connectant entre elles des bases de données différentes, parce que ce n'est pas simplement l'accumulation des données qui fait c'est aussi la connexion de bases de données entre elles, chacune ayant été connectée à des fins différentes. Si je connecte, je sais ce que vous avez acheté sur Amazon, je vois votre profil Facebook, et je connecte tout ça, et je vous connais à peu près mieux que vous-même, ou mieux que votre famille, puisqu'il y a peut-être des choses que vous achetez que vous n'osez pas dire, mais moi je sais ce que vous avez acheté. Donc, voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas une idée d'abolition? Alors il y a quelques personnes qui soutiennent ça, y compris des gens, des Américains par exemple, une société un peu New Age, auquel il n'y a plus de connaissances, plus de théorie, où la théorie est produite par l'émergence de connaissances spontanées. Je n'y crois pas trop, mais en tout cas la question peut être posée, et je pense qu'effectivement, peut-être qu'on se reverra d'ici quelques temps pour voir un petit peu dans quelle mesure cette émergence de big data ça change la notion de solidarité, ça change le métier d'assureur, ça peut changer la science médicale qui peut vérifier un certain nombre de choses, ça permet de suivre des patients sur de longues durées, y compris de manière complètement objectivée. On leur demande pas, on les suit, c'est un être statistique. Mais ça peut être quelque chose de relativement important. En tout cas, et puis passer de l'individu singulier au groupe d'individus similaires, est-ce que ce n'est pas finalement la crise de la moyenne? La moyenne n'a plus de sens. Ça ne sert à rien d'avoir une moyenne, puisque au fond, la moyenne ne fait que recouvrir 50, de mal synthétiser l'existence de 50 communautés différentes qui mériteraient chacune une attention, de sorte que la moyenne est abstraite, encore plus abstraite qu'elle n'en a jamais été. Au fond, l'individu moyen de clé disparaît, est englouti par la big data. Voilà, voilà des promesses, des risques. Bien sûr, Big Brother, Big Data, Big Brother. D'ailleurs, quand on la terminologie même est un peu oriente, puisqu'on peut aussi parler d'autres choses. On peut avoir des mots moins stigmatisants. En tout cas, c'est une question, et ça donne, disons, une ouverture. Ça peut être aussi, d'un certain point de vue, on peut essayer de concilier aussi, à la limite, peut-être artisanat et industrie, à travers une maîtrise plus grande des données. Ça peut être une promesse, ça peut être un risque. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur le sujet que m'avait confié Pierre-Michel, à savoir l'évaluation et les pratiques médicales. Merci beaucoup de votre attention. Merci Claude, c'est un exposé brillant, virtuose, extrêmement riche. Je me suis demandé, parce qu'un des sujets de la sociologie, des métiers, des professions, c'est
quels sont le corps, les actes qui sont réunis et qui peuvent être décomposés les uns des autres et délégués ailleurs. C'est-à-dire, et là on voit émerger, au lieu du médecin, on voit une équipe. C'est une activité d'équipe. Il y a un statisticien, il y a un économiste, c'est à la fois des aspects de savoir répartis, coordonnés ou pas, des savoirs incorporés ou non dans des normes, et aussi des mécanismes de contrôle, c'est-à-dire qu'on re-hiérarchise les activités. Et donc, ça c'est le premier point, c'est-à-dire effectivement l'autonomie du professionnel dans sa version classique a explosé en vol. Est-ce que ça veut dire qu'on assimile le professionnel à un ensemble dans un teamwork, tout simplement, qui est visible ou invisible, implicite ou explicite, et donc il n'a qu'une marge de décision et d'activité relativement beaucoup plus faible qu'avant. Et deuxièmement, la question est-ce qu'avec tous ces changements, on réduit la variabilité de pratique? Alors, deux questions très intéressantes. Le teamwork, c'est un fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun médecin qui s'installe tout seul, et dont l'idée de retrouver une communauté médicale qu'on a connue à l'hôpital et qu'on poursuit en ville. Mais ça va même plus loin, puisque un des thèmes que je n'ai pas abordé, mais qui est tout à fait intéressant, c'est celui qu'on appelle de la délégation de tâches, ou de la délégation de compétences. Enfin, délégation de compétences, et puis on avait fait remarquer que la compétence ne se délègue pas, que les tâches éventuellement, mais pas la compétence. La délégation de tâches, ça consiste au fond à dire, alors ça existe dans certaines disciplines, quand vous allez chez un radiologue, ce n'est pas le radiologue qui fait le cliché. Vous avez quelqu'un qui est un opérateur qui fait le cliché. Ce modèle qui n'existe que là pourrait être généralisé. L'état de discipline. Est-ce que c'est vraiment le cardiologue qui doit faire l'électrocardiogramme? Bon, est-ce qu'on ne peut pas avoir un opérateur qui ferait l'électrocardiogramme? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, pour tout ce qui est fond d'œil, réfraction, un opérateur? L'ophtalmologiste étant à l'origine d'ailleurs un chirurgien qui aujourd'hui fait beaucoup de réfraction, mais dans des pays, y compris en Grande-Bretagne, c'est deux métiers différents, de faire la réfraction et de faire l'ophtalmo en tant que chirurgie, glaucome, segment postérieur, etc. Donc la question de la chez les pédiatres, pareil. Est-ce que peser, mesurer les bébés peut être... Bon. Les robots vont le faire. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de tâches qui pourraient être déléguées à des techniciens, des spécialistes. C'est un sujet extrême... alors, on a, la Caisse d'assurance maladie a autorisé les infirmières à faire des injections notamment de vaccins, au moins en en renouvellement d'ordonnance. On essaye, la Caisse aussi promeut l'idée, dans le suivi d'un traitement un peu risqué, le traitement AVK, de promouvoir le rôle du pharmacien. Le pharmacien peut surveiller, alors que le médecin dira « Attendez, c'est moi qui ai prescrit le produit, c'est à moi de le surveiller ». Donc c'est un sujet qui est sur la table et qui pose le problème brûlant de la délimitation des professions. Enfin, deux problèmes. De la délimitation des professions, avec un côté qualification, mais aussi un côté matériel, rémunération. Évidemment. Et puis, un autre problème assez intéressant, c'est au fond, est-ce qu'il n'y a pas une illusion de croire que si un aide fait l'électrocardiogramme, je vais perdre de la qualité professionnelle? C'est l'idée qu'il y a eu un immense investissement dans la technique, qui fait que finalement aujourd'hui, beaucoup de médecins ont l'impression qu'ils tirent la prestige sociale de la maîtrise d'une technique et qu'être revenu au rang de stratège qui discute, mais qui ne fait pas l'acte lui-même, qui prend un quart d'heure ou 20 minutes sur 25 minutes de visite, n'est pas finalement un retour en arrière. Moi, je crois au contraire, d'un certain point de vue, c'est ce qu'on essaie de dire aux représentants des professions, qu'à travers la délégation de tâches, il y a la possibilité de se réapproprier la dimension relationnelle, la dimension compassionnelle, la dimension l'explication pédagogique, l'accompagnement, disons, de traiter une personne comme une personne et pas comme un cœur qui émet des signes électriques avec des petites anomalies. Donc voilà, mais c'est pas évident parce qu'aujourd'hui ce discours vers la délégation de tâches n'est pas est assez mal est reçu de manière passionnelle, au sens on va m'enlever quelque chose. C'est la dynamique des professions. Et la dynamique est plutôt accrochée à ses acquis, plutôt dans
dynamique de multiplier, de s'accrocher à ses acquis plutôt que d'en déléguer. Et c'est des conflits, donc voilà. c'est des conflits. Alors ça va même parfois dans des choses un petit peu bizarres. Par exemple, dans la réfraction, si à la limite on peut faire confiance à quelqu'un qui a été formé en fac de médecine parce qu'il fait un orthoptiste, mais pas quelqu'un qui est formé en fac de sciences avec un BTS d'optique, par exemple. Donc si vous voulez, ça peut aller, mais c'est vrai que ce sujet de... Alors, ça pose la question, au fond, quel est le core business, hein, oui. le cœur du métier. Voilà. Et au fond, le cœur du métier a évolué vers la technique et vers la lecture de signes d'examen complémentaires, biologiques, etc. Et disons, ce mouvement voudrait ramener vers une dimension plus qualitative. Ce n'est pas à gagner. L'élément qui le fera, c'est la contrainte économique. Je crois qu'ils le feront que s'ils sont un peu forcés de le faire. D'accord. Et sur la question de la variabilité des pratiques, c'était un point très intéressant. Est-ce que l'évaluation et toutes ces technologies, est-ce que la compilation des articles et le taux de citation d'un article joue le rôle d'évaluateur de ce qu'il faut faire, etc. Le médecin est devenu compilateur, etc. Est-ce que tout ça recentre en quelque sorte la distribution des pratiques vers l'élève en moyenne, ou bien la dispersion reste la même et où les facteurs de dispersion changent? La réponse dynamique est compliquée. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la dispersion des pratiques reste très importante. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, la variation entre deux départements d'une pratique quelconque, y compris une pratique très standardisée, est extraordinairement variable. Bon, donc on a aujourd'hui, y compris avec la plus grande normalisation qu'on peut sur les patients, âge, sexe, pathologie, etc., on a des taux de prise, enfin, des variantes extraordinaires. Cela étant, il y a aussi la consommation de McDonald's varie également de manière étonnante entre les départements français. Les pratiques des notaires est extrêmement changeante. Donc il y a aussi peut-être un niveau de variabilité, beaucoup de bruit, un bruit. Bon, et qu'on connaît mal, bon, et peut-être que l'idée d'une seule tête et d'un traitement uniforme est un peu illusoire au regard, disons, d'un bruit incompressible, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a une très très forte variabilité, même parfois un peu problématique, hein, c'est-à-dire en se disant qu'il y a des pertes de chance en fonction du lieu de résidence, par exemple, si vous avez un AVC ou si vous avez des choses comme ça, en termes d'urgence, de prise en charge, d'accès, etc. Il y a aujourd'hui une très grande variabilité, y compris même des processus que mettront en place les médecins. Est-ce qu'elle s'est réduite? J'ai pas l'impression à avoir la littérature, parce que ça reste un thème de la littérature. Et il est compliqué aussi. Alors, de plus, il est compliqué d'avoir des suivis au long terme. Donc on voit c'est des générations qui se succèdent. Peut-être que... alors il y a des choses qui se normalisent, par exemple la définition du diabète, hémoglobine glycolysée, 7%. Ça, tout le monde utilise les mêmes concepts. Ça, c'est vrai. Disons, les concepts se sont harmonisés, le vocabulaire est même internationalisé. Hein, il y a une espèce de communauté de langage et de référents qui s'est instituée, ça incontestablement. Et l'OMS travaille. La définition d'un patient hypertendu fait l'objet d'une définition de l'OMS très précise. Bon. Donc ça s'est complètement harmonisé. Il reste que c'est vrai, on a une variabilité, peut-être fait-elle partie d'un certain nombre était sous, disons, le seuil d'atteinte des processus de normalisation. Et peut-être une dernière question. Autrefois, les métiers comme ceux des médecins vivaient sous la clause, comme on appelle ça en anglais, en sociologie, les grandfather clauses, c'est-à-dire une fois qu'on a le doctorat, c'est fait, on l'est à vie, on a un monopole d'exercice. Est-ce que l'évaluation agit pour rendre la qualification de médecin variable en fonction des performances? Alors, on n'en est pas là, mais c'est un projet très clair. On a introduit de manière progressive des évaluations
une obligation de formation continue. Ouais. Quelquefois, alors aujourd'hui, qui a été longue, et d'ailleurs ça revient en permanence, quand un problème revient en permanence, il n'est jamais résolu. Hein. Donc on est toujours là à faire des obligations. Il y a aujourd'hui, les médecins doivent aujourd'hui suivre, acquérir des points dans des séminaires de formation continue. On n'en est pas à l'accréditation au sens vous êtes désaccrédité. Aux États-Unis, si, aux États-Unis, pas sur les médecins, mais sur les hôpitaux, il peut y avoir des critères d'accréditation. En France, on a une agence d'évaluation et d'accréditation des hôpitaux qui est plus pour corriger, dire voilà ce qui ne va pas changer. Mais plutôt que d'interdire, on est plus dans une évaluation-action que dans une réelle accréditation auquel je retire mon agrément si donc vous c'est incitatif. C'est plus incitatif, c'est plus informationnel, ça ne touche pour l'instant assez peu les budgets, ça touche assez peu les droits d'exercice, ça touche assez peu ça. Cela étant, ça se resserre. C'est-à-dire qu'un médecin aujourd'hui, d'abord, l'évolution des pratiques, de la technique, etc., est très rapide, donc il a un peu besoin. Les méthodes changent. C'était des méthodes beaucoup d'informations venaient de l'industrie, hein, qui fabriquait à la fois les médicaments et les dispositifs et qui formaient. Bon, aujourd'hui, il y a l'idée qu'il faudrait le socialiser. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit nécessairement. Parce qu'il y avait des moyens qui ne seront plus nécessairement là, pour une simple question de moyens. Hein, donc voilà, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On est encore un petit peu, je peux exercer, mais on est sous le regard critique des patients qui sont évaluateurs. Le site amélie.fr d'assurance maladie publie sur chaque médecin ses tarifs. Éventuellement aux États-Unis, on peut publier des indicateurs de résultats, taux de reprise, etc. Donc une information publique, la big data peut contribuer à ça, oui, rendre public des éléments d'évaluation qui permettent aux patients de faire un choix plus informé. Les agences elles-mêmes sont sur la pression. Donc l'idée un petit peu comme et par exemple, j'ai participé à des séminaires dans lesquels on faisait venir des pilotes de ligne qui tous les 4 ans, 5 ans doivent repasser en quelque sorte leur certification pour montrer que et des médecins étaient un peu oui, c'est-à-dire que se recertifier à période régulière. On n'en est pas là. Mais, encore une fois, la pression augmente et l'idée du diplôme exercé à vie est de moins en moins, sans processus de mise à jour, je pense. Ça n'existe plus vraiment. Il le faisait. Alors, l'idée, c'est un petit peu qui est une pratique spontanée devient une pratique organisée, évaluée, étatisée en quelque sorte. Je crois aussi que c'est vrai de toutes les professions, hein, de beaucoup de professions. Disons, le diplôme rente, enfin, oui. Pourvoyeur de rente me semble aujourd'hui un modèle qui n'est plus sociétal. Très bien. Bon, eh bien, écoute, merci. Il y a beaucoup d'autres questions. J'en ai des listes, mais je te les poserai. Merci beaucoup. Bravo. Merci.